Je suis allé à la rencontre de James Cameron. Salut à tous, moi c'est Meronline, et si vous aimez comme moi le cinéma, la musique, les arts visuels et la nostalgie, eh bien installez-vous, cette chaîne est faite pour vous. Alors non, j'ai pas pu réellement rencontrer James Cameron, mais j'ai pu aller à la rencontre de son art grâce à la très chouette exposition L'Art de James Cameron, située 51 rue de Bercy, à Paris. En partenariat avec la Avatar Alliance Fondation, la Cinémathèque française a pu se procurer de façon inédite des pièces très rares, dont certaines proviennent de la collection privée de Monsieur Cameron. L'exposition nous invite en effet à une immersion unique au sein de son travail, de ses premiers croquis de jeunesse jusqu'à ses dessins les plus expérimentés. L'exploration, l'histoire, la robotique, l'écologie et la biologie sont autant de ses centres d'intérêt, et nous le verrons, la science dans un sens très large occupe une place importante dans son cinéma. C'est ce que la Cinémathèque française nous invite à venir découvrir au travers de 6 salles thématiques. Rêver les yeux ouverts, la machine humaine, explorer l'inconnu, Titanic, remonter le temps, créatures, humains et aliens, et enfin les mondes indomptés. Ce cheminement de l'exposition, James Cameron l'a réfléchi lui-même et le décrit comme une autobiographie à travers l'art. Elle est une vraie invitation à la découverte du travail de James Cameron comme vous ne l'avez jamais vu. C'est un véritable passage qui vous conduira dans les profondeurs, ou du moins dans les abysses de son art. Explorons ensemble quelques-unes des grandes thématiques et récurrences de son cinéma, plongées en profondeur dans l'art de James Cameron. Alors non, je n'ai pas rencontré James Cameron, mais j'ai quand même eu la chance de rencontrer son directeur de la photographie, Monsieur Russell Carpenter, avec qui il a notamment collaboré sur Titanic et Avatar 2. Russell Carpenter nous a donné une leçon de cinéma et nous a notamment partagé quelques anecdotes inédites, comme sur la sécurité sur le tournage de Titanic et son travail sur Avatar 2. Et oui, quand vous êtes un amoureux de la photographie, devoir vous retrouver à filmer des gens en tenue de plongée devant des fonds verts dans des piscines remplies de balles de ping-pong, ça relève du défi. Mais Russell Carpenter a su s'adapter à toutes ces nouvelles technologies et je pense que c'est pour ça que sa collaboration avec James Cameron est si importante. James Cameron est un réalisateur qui aime les défis et la technologie a toujours eu une place importante dans son cinéma. En participant lui-même au progrès des effets spéciaux ou en trouvant de nouvelles techniques de captation innovantes, James Cameron a toujours trouvé moyen de donner vie à ses idées. Car oui, quand il n'est pas occupé à performer sur la conception de nouveaux effets spéciaux révolutionnaires avec ILM, eh bien James Cameron travaille avec 2 réalisateurs, Phil Tippett et Stan Winston, respectivement spécialistes de l'animation en volume, dit stop motion, et des effets animatronics. Phil Tippett, c'est notamment derrière certaines animations en volume que l'on peut voir dans Alien le Retour, car oui, pour la petite anecdote, quand Sigourney Weaver était à bord d'un vrai exosquelette grandeur nature, ceux que vous pouvez voir bouger à l'arrière sont une animation en volume réalisée par Phil Tippett. C'est aussi lui qui est à l'origine de l'ED-209 dans Robocop, des TBTT dans Star Wars, du dragon à double tête dans Willow, et qui a supervisé l'animation des dinosaures sur Jurassic Park. Avec Stan Winston, qui a lui aussi par exemple animé Rexy, l'animatronique géant du tyrannosaure sur Jurassic Park. Tout le monde s'en fout. Le travail du directeur de la photographie, comme Russell Carpenter, ne s'arrête pas qu'au cadrage. Il faut aussi travailler l'image, la lumière et donner véritablement vie à la vision du réalisateur. C'est évidemment réussir à aller dans son sens, mais c'est aussi parvenir à apporter sa propre patte graphique et sa vision. Après cette conférence, rendue possible notamment par le travail de traductrice de Anaïs Duché, j'ai pu avoir un bref entretien avec lui, on a un peu discuté et il a surtout accepté de dédicacer ma VHS de Titanic. James Cameron, il est le cinéaste de tous les records. 6 Oscars personnels, meilleur monteur, meilleur réalisateur et meilleur film pour Avatar et Titanic. En 1998, il bat le record mondial au box-office avec Titanic, puis bat son propre record en 2009 avec Avatar, puis à nouveau en 2022 avec Avatar, la voix de l'eau. À lui tout seul, il comptabilise 8,7 milliards de dollars de recettes dans le monde en seulement 11 films. Avec Steven Spielberg, le réalisateur de Always et La couleur pourpre, il est sans doute l'un des réalisateurs contemporains les plus célèbres au monde. Adulé par les studios aux États-Unis pour le caractère attractif de ses films, c'est pourtant vers la France que James Cameron se tourne, puisqu'elle est selon lui l'un des rares pays à honorer le cinéma pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire de l'art. À Paris ?
Vous voyagez beaucoup? Fort de cette relation privilégiée unique, c'est donc une chance pour nous de pouvoir aujourd'hui aller admirer ses œuvres d'aussi près. James Cameron est un artiste avant tout, et c'est à travers ses dessins, puis le cinéma, que son travail apparaît. En parallèle de son travail de cinéaste, James Cameron comptabilise 72 plongées sous-marines, dont 33 sur l'épave du Titanic, un record. Mais pas le seul, puisque le 25 mars 2012, il devient le premier homme au monde à explorer le fond de la fosse des Mariannes à plus de 10 900 mètres de fond. La fosse des Mariannes, c'est juste le lieu le plus profond du monde. Pour vous donner un ordre d'idée, ça équivaut à environ 36 fois la Tour Eiffel. C'est juste énorme. Explorer le fond de la fosse des Mariannes, c'était un rêve et un projet ambitieux qui n'a été possible que grâce au Deep Sea Challenger, un sous-marin sur mesure que Cameron a lui-même participé à concevoir. Nous en connaissons plus sur l'espace que sur nos propres fonds marins, et James Cameron fait partie de ces rares personnes à apporter de vraies initiatives concrètes dans le domaine. Le Deep Sea Challenger est certes un sous-marin de pointe, mais ça restait un énorme risque, et James Cameron est descendu tout seul. On le sait, on a tous entendu parler de la tragédie du Titan qui est survenue en juin 2023, et c'était à 4000 mètres de fond. Sur l'échelle de profondeur, ça vous donne un peu l'idée. Alors pour la petite anecdote, vous pouvez apercevoir l'un des Deep Sea Challenger qui est exposé dans le hall de la Cité de la Mer à Cherbourg. Un autre musée que je vous encourage vivement à aller faire puisqu'il a toute une partie dédiée à la préservation des océans avec les océans du futur et une partie qui est devenue permanente sur le Titanic et l'immigration au XXe siècle. Les choses se recoupent comme ça. Investi dans de nombreuses causes écologiques et scientifiques, James Cameron donne beaucoup de son temps dans la recherche liée à la faune sous-marine pour mieux apprendre à la comprendre et à la préserver. Ces lieux, ce sont les décors de son imaginaire et James Cameron y plante ses nombreuses histoires. C'est l'océan, d'abord, qu'il décrive comme un danger, théâtre d'événements mystérieux qui dépassent l'imagination, comme dans The Abyss, ou dans Titanic, où il s'étend à perte de vue et isole ses personnages dans une immensité bleutée et obscure. Mais c'est aussi dans Avatar la voie de l'eau, où il est à contrario un lieu de vie, un oasis exotique et luxuriant. Ces lieux, ce sont aussi les mégalopoles, géantes et cyberpunk telles qu'on la voit dans la version longue d'Avatar, ou bien la colonie abandonnée sur LV-426 de Alien le Retour. C'est aussi le Los Angeles en ruine de Terminator 2, le jugement dernier. Mais c'est aussi l'espace, lieu vide et infini de Alien et Avatar. Un lieu de passage, dans lequel l'homme navigue et explore à la recherche de nouveaux mondes et de systèmes à coloniser. Un lieu où rien ou presque ne vit. C'est LV-426 bien sûr, mais aussi et surtout Pandora, le nouveau monde. Pour Cameron, les lieux ce sont donc avant tout les histoires. Et ça tombe plutôt bien, puisque de toutes les sciences qu'il nous sera donné d'explorer, c'est à l'histoire avec un grand H qu'il doit son plus gros succès. Au cours de ses 33 expéditions sur l'épave du Titanic, James Cameron a contribué de façon incontestable à mieux comprendre l'histoire du naufrage. Je me sens une responsabilité envers les vivants et les morts. C'est ce qu'a dit James Cameron, et pour cause. Afin de donner vie à sa vision et de la façon la plus fidèle possible aux événements du 14 avril 1912, il a su s'entourer des plus grands experts sur l'histoire du Titanic. Il a entre autres pu travailler avec Ken Marshall, un éminent spécialiste de la question, passionné du Titanic et membre de la Titanic Historical Society, tout comme Don Lynch, qui est lui aussi un spécialiste de la question, plus particulièrement sur l'histoire des passagers à bord. Les nombreuses plongées qui ont été indispensables à la captation de certaines images présentes au début du film Titanic ont par ailleurs elles-mêmes servi à mieux comprendre et cartographier l'épave. D'une pierre deux coups, James Cameron a réussi l'exploit de réaliser son film tout en approfondissant les recherches sur le sujet. Il y a toujours un lien très étroit entre la filmographie de James Cameron, entre son travail filmographique et son travail de scientifique, ou en tout cas son approche scientifique. James Cameron fait toujours des liens très étroits entre ses tournages, la fiction et la réalité. Un exemple très concret de ça, c'est tout simplement son 9e film, un film documentaire intitulé Les Fantômes du Titanic, dans lequel tout simplement James Cameron décide de revenir sur l'épave du Titanic quelques années après le tournage du film. Pour cela, il invite l'acteur Bill Paxton, qui joue Brock Lovett dans Titanic, qui est donc le chercheur d'or qui recherche le cœur de l'océan, à revenir à bord du Kelvich, qui est donc le bateau qu'on voit dans le film, mais qui est vraiment dans la réalité le bateau de recherche utilisé pour les expéditions sur l'épave, qui est en fait le seul bateau au monde à avoir à son bord les sous-marins Mir 1 et Mir 2 qui permettent les explorations, en tout cas qui le permettaient à l'époque. Aujourd'hui ça a peut-être été un petit peu dépassé, mais à l'époque Mir 1 et Mir 2 sont les deux seuls sous-marins au monde à pouvoir aller à de telles profondeurs, et notamment équipés des petits robots téléguidés qui permettent d'aller explorer plus en profondeur les sites de l'épave qui sont pas du tout accessibles. James Cameron possède enfin la technologie suffisante pour explorer l'intérieur de l'épave.
Il décide donc d'y retourner tant qu'elle ne s'est pas encore trop dégradée et qu'il est encore possible de le faire. Pour cela, il s'entoure d'une équipe de chercheurs et de scientifiques, historiens, biologistes et microbiologistes, avec notamment Ken Marshall et Don Lynch, les experts du Titanic que nous avons évoqués tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Un autre fait amusant à souligner, c'est la présence dans le documentaire de Lewis Abernathy, l'acteur qui interprète Lewis Bodine. Quel meilleur chef ? Dites-le. C'est toi, Lewis. My name is Lewis Abernathy, and I'm an underwater explorer. I have been trying to thumb a ride down the Titanic for probably 10 years now. Dans Titanic, il est un membre de l'équipage et bras droit de Brock Lovett, mais dans la réalité, ce dernier est un fan du Titanic depuis toujours et se présente lui-même comme un explorateur sous-marin. Plutôt cool, hein ? Les acteurs du film sont donc aussi acteurs de la recherche. Il y a une relation étroite entre la fiction et le documentaire chez James Cameron, et c'est très flagrant sur Titanic. Dans le film, il y raconte un récit complètement fictionnel, celui de Rose et Jack bien sûr, mais aussi celui de Brock Lovett, chercheur de trésors à la recherche du cœur de l'océan. Pourtant, Cameron a bien dû se rendre sur l'épave et organiser de vraies expéditions afin d'en rapporter des images pour le film. Toute la séquence d'introduction n'est d'ailleurs qu'un vaste mélange de vraies images documentaires prises sur l'épave à 3000 mètres de fond et d'images complètement artificielles créées à l'aide de maquettes et d'effets spéciaux. Les plans larges extérieurs avec les sous-marins sont notamment, bien évidemment, une mise en scène. James Cameron n'avait évidemment pas les moyens de pouvoir filmer Mir 1 et Mir 2 de l'extérieur en train d'explorer l'épave. C'est juste des plans qui sont impossibles à faire. Donc ces plans-là ont été faits avec des effets spéciaux. Néanmoins, les plans que vous avez au début à travers le hublot dans Titanic sont vrais, et tous les plans que vous allez avoir dans le documentaire sont vrais. Sont des vraies prises de vue captées à 4000 mètres de fond sur le site de l'épave. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point Cameron s'amuse avec ce parallèle à brouiller les pistes sur les frontières entre réel et fictif. La présence de Bill Paxton dans Les Fantômes du Titanic n'est pas un hasard. En réalité, c'est Cameron qui donne à Bill Paxton une seconde chance de retourner sur l'épave du Titanic, cette fois avec de bonnes raisons. Et oui, la première fois, c'est la cupidité du personnage qu'il incarne qui le pousse à se tenir à la poupe du Keldysh, au-dessus de l'épave. Mais la deuxième fois, c'est par respect pour son histoire et pour toutes les victimes du naufrage. La présence du documentaire est donc intrinsèque à celle du film et entre en résonance avec ce dernier. Il élargit l'horizon du spectateur, lui offre une nouvelle clé de lecture et au passage élargit la morale du film. Un documentaire que je vous conseille évidemment parce que pour moi, il fait partie intégrante de Titanic, c'est-à-dire que je peux pas revoir Titanic sans revoir ce documentaire. Pour moi, ça ne fait qu'un. C'est presque même un making of. C'est un plus. C'est vraiment du bonus. Allez voir Les Fantômes du Titanic, vraiment. Des documentaires, James Cameron en a fait d'autres. À l'occasion de la sortie Blu-ray de Titanic, James Cameron a par ailleurs sorti un documentaire produit par National Geographic, c'est intitulé Titanic, la conclusion de James Cameron. Je mets la musique. His name is James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. Dans ce documentaire, James Cameron revient, toujours entouré des meilleurs spécialistes du sujet, sur les quelques points encore questionnés sur le déroulé exact de la catastrophe. Le but est clair, s'enfermer dans une pièce et n'en sortir qu'une fois tout le monde d'accord. Dans le documentaire Titanic 20 ans après avec James Cameron... Vous entendez bien la chanson là-haut ? James Cameron, explorer of the sea. Oui, James, on entend bien la chanson. Toujours produit par National Geographic et disponible sur Disney+, James Cameron pousse les recherches encore plus loin. Il essaye de reproduire le plus fidèlement possible avec des maquettes les données réelles physiques du naufrage. Tout simplement dans le but de s'assurer que sa vision dans le film n'a pas trop vieilli. James Cameron veut en effet s'assurer de l'exactitude de la phase finale du naufrage telle qu'il la présente dans le film. Pour cela, il va, à l'aide d'ingénieurs, de simulations informatiques et de superviseurs des effets spéciaux, reproduire avec plusieurs maquettes les conditions exactes du naufrage pour tenter de comprendre comment ça s'est passé réellement. En outre, il va aussi réaliser d'autres expériences, notamment pour savoir si l'équipage aurait eu le temps ou non d'affaler davantage de canaux dans la limite de la durée du naufrage. Il organise également une rencontre avec l'océanographe Robert Ballard, l'homme qui a découvert le 1er septembre 1985 l'épave du Titanic lors d'une expédition secrète pour la marine américaine. Il y rencontre également les descendants de certains illustres passagers pour connaître leurs histoires et leurs opinions sur la façon dont il a dépeint leur ancêtre dans le film. A noter qu'il existe une variante de ce documentaire appelée Titanic 25 ans après avec James Cameron. James Cameron.
His name is James Cameron. Ce dernier est globalement un remontage des expériences menées dans le premier documentaire, les interviews au moins, à ceci près qu'il y ajoute une dernière expérience. Afin de répondre définitivement aux fans qui se demandent si oui ou non Rose aurait pu laisser de la place à Jack sur la planche, il en fait l'expérience définitive et la réponse est non. Ces 3 documentaires-là, je vous conseille de les voir. Il n'y a qu'à voir le making-of et les efforts qui ont été donnés sur le tournage. Il y a plusieurs heures de bonus, c'est juste un truc de fou. Achetez les supports physiques et voilà, parce que c'est trop bien. Rêver les yeux ouverts, c'est le nom de la première salle qui a introduit le cheminement de l'exposition. Issu de son imagination ou de ses nombreuses références littéraires, de science-fiction principalement, avec des romans comme ceux de Isaac Asimov, James Blish ou Arthur C. Clarke, mais aussi des comics et autres revues de monstres qu'il peut lire, Cameron imagine déjà très tôt des mondes fantastiques où l'être humain prône au-delà de son habitat naturel. À peine 15 ans, Cameron utilise son temps en cours pour esquisser des croquis sur son cahier. Et les dessins qu'il a pu faire à cette époque sont tout simplement bluffants. Et pour cause, il a eu le temps de s'entraîner puisque pour lui, une journée de cours, c'était 8 heures de temps libre pour s'entraîner au dessin. Ses obsessions, elles sont nombreuses et elles sont essentiellement liées à des raisonnements scientifiques. Comment explorer d'autres systèmes? Avec quelle énergie? Quelle place occupe la technologie dans nos vies? Quelle place pour le vivant? Paysages, biotopes, faune et flore, l'on ne peut que s'émerveiller devant ces fresques que Cameron a imaginées pour donner vie à ces univers qui ont peuplé ses nombreux rêves. Mais quand a réellement commencé cette passion pour le dessin? Eh ben depuis toujours en fait. Après un bref passage à l'université, James Cameron décide d'abandonner ses études pour se consacrer à 100% dans le cinéma. Pour gagner sa vie, et afin de se garantir un maximum de temps libre, James Cameron met à profit ses talents de dessinateur pour illustrer des affiches de films qu'il revend à certaines sociétés de production de films de série B. Et oui, ces sociétés de production ont souvent peu de moyens et elles préfèrent illustrer leurs VHS avec des illustrations plutôt qu'avec de vraies images du film. On se demande pourquoi. Ces affiches, James Cameron se donne un maximum de 24 heures seulement pour les réaliser. Pour lui, ce serait une perte de temps de s'attarder davantage dessus. Un temps précieux qu'il veut consacrer entièrement à écrire. Parce que ce qu'il veut faire lui, c'est du cinéma. On est clairement sur une détermination sans faille. Et ça marche. Pour une affiche vendue, Cameron se constitue de quoi vivre pendant 1 mois. 1 mois de salaire et 1 mois de temps libre à se consacrer à 100% à son projet de l'époque, Xenogenesis. Alors Xenogenesis, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une épopée de science-fiction vertigineuse qu'il écrit à l'époque avec son ami Randall Frake. Des dessins illustrant les mondes de Xenogenesis, vous aurez la chance d'en découvrir plusieurs à l'exposition. Cameron le dira lui-même plus tard, Xenogenesis, c'était plus une sorte de prétexte pour s'exercer au dessin et exorciser dans des mondes imaginaires toutes ses idées. D'ailleurs, beaucoup des concepts originaux développés pour Xenogenesis resserviront plus tard dans son cinéma et notamment pour Avatar. Sur cette illustration commerciale destinée à promouvoir le projet auprès de producteurs, on peut d'ailleurs apercevoir bon nombre d'éléments clés, comme ce robot qui servira de première version pour les T1, cette première génération de robots tueurs conçus par Skynet et qu'on aperçoit au début du film. Également, pour les voyages interstellaires de son épopée, Cameron avait imaginé un vaisseau au réacteur ardent alimenté par de l'antimatière blanche. Ces mêmes vaisseaux que l'on aperçoit au début de Avatar et que l'on voit beaucoup mieux au début de Avatar 2. De même que la couleur bleue de la peau des Na'vi est déjà présente sur l'image, on peut également voir ce qui deviendra plus tard les Banshees, ces créatures volantes sur lesquelles volent Jake et Neytiri dans Avatar, sous la forme des créatures volantes qui peuplent l'atmosphère de la planète Mesa. Alors il existe un court-métrage Xenogenesis, mais le projet en soi n'aura jamais lieu, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment envie de voir ça. Cette vidéo n'est pas là par hasard. Plus qu'une invitation à venir découvrir l'exposition par vous-même, c'est aussi l'occasion pour moi de dire à quel point son cinéma m'a marqué, tant par les préoccupations qu'il soulève que par ses différents motifs hypnotiques et récurrents. À travers ses films, qu'il dépeint comme de grandes fresques, James Cameron a toujours pointé les mêmes obsessions. Dans une interview qu'il donne à Combini à l'occasion de l'ouverture de l'exposition, il dit lui-même « Je n'ai que quelques idées que je recycle en boucle ». Ces quelques idées, James Cameron les exorcise dans ses films par quelques questionnements récurrents, tels que le rapport de l'homme à la technologie, aux intelligences artificielles bien sûr, un sujet éminemment d'actualité, mais aussi à son environnement. Le simple motif de l'eau qui petit à petit s'engouffre dans des lieux clos. Quand la nature se réapproprie l'espace et qu'elle vient combler le vide. Cameron a une véritable obsession pour la dynamique des fluides. Comment se comporte l'eau qui s'engouffre dans une structure, qui s'engouffre dans un lieu clos. Un motif très captivant. L'eau est un enjeu, est un obstacle infranchissable qui avance et contre lequel on ne peut rien. L'eau va se répandre en passant au-dessus des cloisons étanches. Au pont E, de compartiment en compartiment, vers l'arrière. Rien ne pourra l'arrêter.
Ça peut peut-être paraître idiot, mais des lieux qui ne sont pas censés être submergés se retrouvent petit à petit transformés. L'évolution de l'eau transforme le lieu, transforme l'environnement. James Cameron l'emploie très très souvent dans ses films, dans Titanic évidemment, mais aussi dans Avatar, la voix de l'eau, dans Abyss aussi, et même dans Alien. Ça par exemple, c'est une question tout à fait écologique, c'est une question auquel on va tous être confrontés dans quelques années avec la montée des océans. On reviendra sur les causes écologiques pour lesquelles se bat James Cameron, notamment autour du projet Avatar, mais il est évidemment clair que les obsessions que James Cameron peut avoir avec l'eau rentrent en résonance avec plusieurs problématiques que l'on va rencontrer dans le futur. Il y a un vrai challenge dans la question de savoir comment on va maîtriser cette problématique que le niveau de l'océan qui monte. C'est une façon pour James Cameron de nous rappeler à quel point l'espèce humaine est dépendante de son milieu et à quel point c'est compliqué pour elle de pouvoir évoluer dans un environnement dénué d'oxygène. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir le parallèle que fait James Cameron entre l'espace et les fonds marins. Ça n'est pas pour rien que James Cameron a toujours une représentation bleue de l'espace. James Cameron fait un rapprochement évident entre les deux, et quand il ne s'amuse pas à remplacer peu à peu l'air par de l'eau, eh bien c'est par le vide spatial. En éternel amoureux des sciences, James Cameron s'amuse surtout avec la physique, et que ce soit une matière qui en remplace une autre, ou tout simplement le vide qui remplace une matière, les conséquences et les enjeux pour les personnages sont toujours sensiblement les mêmes. Survivre face à l'appel du vide ou au manque d'oxygène. Dans Aliens, c'est en ouvrant le sas que Ellen Ripley parvient à éjecter la reine alien. En ouvrant ce sas, elle s'expose pourtant au risque de voir peu à peu l'air du vaisseau être remplacé par le vide spatial. Cette mécanique, elle est sensiblement la même que dans tous les autres films. On vient simplement remplacer l'eau par le vide spatial. Dans Titanic, ce sont les ponts du bateau qui sont peu à peu engloutis. C'est l'oxygène qui est peu à peu remplacé par l'eau. Dans The Abyss, c'est la station Deep Core, environnement clos, qui préserve les personnages de la pression sous-marine. Dans Aliens, c'est l'air pressurisé à l'intérieur des vaisseaux et la terraformation sur LV-426. Mais le problème est également présent sur Pandora, puisque l'atmosphère n'y est pas respirable pour l'homme, sous peine de tomber dans un profond coma, puis de mourir. Dans Titanic, plus que Cal, le véritable antagoniste du film, c'est l'eau. C'est ridicule. Froide et insensible, c'est elle que les personnages craignent vraiment. C'est comme si des centaines de lames vous poignardaient tout en même temps. Elle est un obstacle, elle avance sans s'arrêter et elle avale quiconque se dresse sur son passage. Bon, sauf dans cette scène où Rose et Jack préfèrent retourner dans l'eau plutôt que d'affronter Cal, mais en même temps il a un flingue. Je crée ma propre chance. Moi aussi. Donc ça compte pas. L'eau, c'est aussi un enjeu essentiel et principal dans Avatar 2. D'abord un lieu de refuge, elle devient un véritable danger dans la deuxième partie du film. Tout comme dans The Abyss, où elle est d'abord captivante, puis inquiétante et mystérieuse, et enfin merveilleuse. Je veux dire, dans The Abyss, l'eau est littéralement personnifiée. C'est difficile de faire mieux. Tout ça se recoupe énormément, comme toutes ces obsessions, et comme une autre obsession qu'on va tout de suite voir, le rapport entre l'homme et la machine. La cybernétique, la science qui étudie la communication et la régulation chez les êtres vivants et les machines, est l'une des autres obsessions de James Cameron. James Cameron tire de ses rêves bon nombre de ses principales idées, puis met la science au service de la crédibilité de ses histoires. Sa plus grande inspiration, celle qui lui a donné son succès, James Cameron la trouve aussi dans un rêve, un soir, alors qu'il est atteint de fièvre. J'étais à Rome, j'étais fauché, j'étais malade et j'avais de la fièvre. Et là, j'ai rêvé d'un squelette chromé qui sortait du feu. C'est cette image qui a donné naissance au Terminator. Une figure squelettique d'acier chromé sortant du feu, on n'a clairement pas les mêmes rêves. Un rêve que James Cameron va s'empresser de dessiner. Un premier croquis qui restera très fidèle à la version achevée du film, auquel la scène finale rend hommage. Oui, quand le Terminator privé de ses jambes se met à ramper pour aller chercher Sarah Connor, ça c'était déjà dans le premier dessin. Le Terminator, qui n'est pas un robot mais un cyborg, puisqu'il possède un squelette d'acier cybernétique mais une enveloppe biologique bien réelle, est sans doute la représentation de l'intelligence artificielle chez Cameron. Je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous du tissu charnel. Il porte en lui l'intégralité de la question sur la place qu'elle occupe dans nos vies. Mais il est aussi une antinomie, une opposition totale, puisqu'il est l'alliance du vivant et de la machine. Deux forces que Cameron oppose constamment dans un éternel combat. Des croquis du Terminator, James Cameron va en dessiner plein d'autres, dont un tout particulier qui devrait retenir votre attention. Sur ce croquis, on peut déjà voir la silhouette du Terminator jaillissant des flammes dans le dos du couple Kyle-Sarah Connor, qui pense à ce moment-là avoir triomphé du mal.
Une image de résurrection complètement horrifique, puisqu'à ce moment-là du film, le spectateur et les personnages sont intimement persuadés d'être venus à bout du Terminator. Là aussi, la configuration de ce croquis est parfaitement restituée dans la scène finale du film. C'est dire à quel point l'œuvre picturale de James Cameron est présente au sein de son cinéma. Ces croquis, James Cameron s'exercera à en dessiner d'autres tout au long de la production pour trouver l'atmosphère du film, mais aussi pour aider les équipes des effets visuels, supervisées par Phil Tippett en personne, à mieux comprendre certains trucages que James Cameron a lui-même imaginés. Par effet visuel, il faut imaginer tous les effets spéciaux qui ne nécessitent pas d'effets numériques. Les maquettes, les miniatures. James Cameron dessine donc le storyboard, mais pas que, puisqu'il dessine aussi le hors-cadre, destiné à apporter les informations nécessaires à Phil Tippett et son équipe à la compréhension de certains trucages. C'est peut-être sur Terminator que James Cameron s'est rendu compte pour la première fois de l'importance et de la richesse de son travail de dessinateur. Bah oui, parce que quand t'as la chance de dessiner aussi bien que lui, c'est quand même vachement pratique pour montrer aux autres la vision que t'as dans la tête. Et c'est plutôt une réussite. Quand on voit le résultat et le succès final du film, encore aujourd'hui, Terminator 1 et 2 sont des exemples d'effets visuels pratiques. Typiquement, la scène de Terminator 2 où Schwarzenegger arrache son avant-bras pour montrer sa squeletture d'argent, ça l'a pas vieilli. Cameron oppose donc sans cesse le biologique au mécanique pour mieux questionner les liens qui nous lient et nous unissent. Il questionne le rapport de l'humain à la machine, je dis bien humain et non pas homme, car ce sont bien des femmes, comme Ellen Ripley, Rose ou Sarah Connor, qui s'émancipent et s'y confrontent. Alors oui, je cite Ellen Ripley parce que, bien qu'extraterrestre, le xénomorphe tel que l'a imaginé Giger à la base est plus proche de la machine que du vivant. Alors biologique certes, mais mécanique surtout. En plus, elle est aussi confrontée aux mécaniques avec l'exosquelette et partout dans son environnement. Même dans Titanic, James Cameron questionne notre rapport à la machine. C'est le plus grand objet mobile jamais construit par la main de l'homme de toute l'histoire. Déjà de par l'enthousiasme général que peuvent avoir tous les personnages pour le paquebot, et parce que ses constructeurs le disent insubmersible. Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot, quoi. Mais aussi par la façon que Cameron a de montrer le Titanic. Vous connaissez le docteur Freud, monsieur Ismay ? Ses idées sur la préoccupation des hommes au sujet de la taille pourraient vous intéresser. Géant et labyrinthique, le paquebot est montré de toutes parts jusqu'au plus profond de ses entrailles comme un monstre d'acier. Il est en fait une gigantesque machinerie très bien rodée avec les chaudières qui alimentent tous ses systèmes et ses nombreux mécanismes. Le paquebot tout entier est comme vivant et au même titre que l'eau, il peut être perçu comme un personnage à part entière du film. Les grondements de sa coque pendant le naufrage ne sont d'ailleurs que les cris d'agonie du géant et les personnages évoluant à l'intérieur comme piégés dans ses entrailles. Alors, c'est le cas dans Titanic, mais aussi dans The Abyss, dans Alien, Terminator et Avatar. Tous les environnements dans lesquels évoluent les personnages ne sont que des grosses machines. On pense aux machineries géantes du Titanic, mais c'est aussi le cas de l'aspect austère, froid et industriel de LV-426, la colonie dans Alien, ou bien de la plateforme expérimentale de forage sous-marine dans The Abyss. On pense aussi au laboratoire et à la fonderie de Terminator, et aux bases humaines présentes sur Pandora. On a donc des environnements mécaniques et industriels, toujours conçus pour optimiser le temps et l'espace et pour répondre à des besoins humains. Des environnements dans lesquels l'homme a donc sa place, puisque c'est lui qui les a conçus, mais contre lesquels les lois de la nature peuvent se rebeller. Car la machine possède hélas des failles. La coque du Titanic n'était pas assez résistante et ses compartiments étanches pas assez hauts. Les humains ne sont à l'abri dans leur base que si elle reste parfaitement étanche à l'atmosphère de Pandora. Tout comme le Deep Core n'est un abri sûr que s'il reste étanche au fond marin. La machine a ses failles. Car tout comme Skynet, la machine se détraque et se retourne contre son créateur. James Cameron pose la question et alerte. Le problème réside dans les défaillances humaines et non dans les dysfonctionnements mécaniques. L'usage que nous faisons de la technologie relève de notre responsabilité, qu'il s'agisse d'une IA pilotant un système de défense ou d'un vaisseau spatial. Quand il n'était encore qu'un enfant, Cameron fut traumatisé par les menaces nucléaires qui pesaient sur son pays. Cette peur d'enfant, il l'exorcise. Une menace qu'il évoque évidemment dans Terminator, le jugement dernier étant cette journée noire où les machines ont pris le contrôle et irradié la planète et ses habitants, mais c'est aussi le désamorçage d'une tête nucléaire, un enjeu important et vital pour les protagonistes du film The Abyss. Dans Avatar, ce sont les missiles et les réacteurs antimatière qui sont la cause de la destruction de Pandora, mais c'est évidemment une allusion à l'arme de destruction massive. Les flammes qui accompagnent l'homme partout où il sème la mort et la destruction. Un sujet aussi central dans True Lies, un film que nous avons peu abordé pour le moment, un remake américain du film français La Totale de Claude Zidi, que Cameron réalise en 1994. On y suit Harry Tasker, agent secret pour le compte du gouvernement, qui pourchasse une organisation terroriste qui menace de faire exploser 4 têtes nucléaires sur le sol américain.
Mais c'est aussi la résolution de Aliens le retour, puisque c'est d'abord par le lancement d'une tête nucléaire depuis l'espace que l'équipe pense en finir, Je dis qu'on doit décoller et faire sauter toute la station avec une charge nucléaire. avant de s'achever par l'explosion nucléaire du processeur atmosphérique, nécessaire à la terraformation de la planète, et dont le réacteur a été précédemment endommagé. Dans les mondes de Cameron, la technologie n'est pas à craindre mais à respecter. Sans respect, les merveilles du progrès ne peuvent qu'engendrer des horreurs. Cette phrase, elle est pas de moi, je l'ai empruntée de l'exposition, mais je me suis permis de la citer car je la trouve vraiment bien tournée. Un combat manichéen qui glisse partout comme à la recherche d'un équilibre. Ça n'est finalement pas pour rien si la couleur violette est si importante pour James Cameron. Elle est la combinaison des deux plus grandes thématiques de son cinéma. D'un côté le bleu, pour l'eau, la vie et le bien, et de l'autre le rouge, pour le feu, la destruction, la mort et le mal. Mélangés ensemble, ça forme le violet, la couleur de l'équilibre qui est en chaque chose. Ce jeu des couleurs, ce symbole, prend tout son sens avec l'arbre des âmes, puisqu'il est l'endroit sacré où les Na'vi entrent en communication avec les défunts. Il est le lieu où Eywa crée l'équilibre. Ça n'est pas pour rien si les créatures extraterrestres logées au fond des océans dans The Abyss sont également de cette couleur. Elles sont venues sur Terre justement pour rétablir un équilibre et empêcher les hommes de faire n'importe quoi. Alors cela peut sûrement avoir l'air peut-être un peu réducteur ou manichéen, pourtant il suffit simplement d'observer les environnements de James Cameron pour s'en apercevoir. Tout ce qui touche à la nature ou à son équilibre est bleu. Les Na'vi le sont justement parce qu'ils sont en harmonie avec elle. Les hommes, cupides, sont toujours associés à leur environnement mécanique et à la chaleur des flammes. Cette chaleur qu'ils convoitent tant et qui les pousse à détruire. C'est la vie et la mort, et finalement, toute la force du vivant. Mais Cameron ne s'intéresse pas qu'aux profondeurs du passé et à rêver les machines du futur. Il est aussi pleinement investi dans le présent et pour des causes écologiques bien actuelles. Depuis 2009, il soutient par exemple publiquement le chef Raoni Metuk-Tire, chef de la tribu Kayapo, dans sa lutte contre un barrage à Belo Monte au Brésil. Une rencontre que James Cameron a pu faire sur le développement d'Avatar avec l'actrice Suzy Amis, son épouse, que vous pouvez notamment apercevoir dans Titanic, puisque c'est elle qui incarne la petite fille de Rose. Connaissez-vous ma petite fille Lydie? Elle prend soin de moi. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques minutes. Comme Jake Sully avec les Omaticaya, leurs équipes sont allées à leur rencontre et ont peu à peu gagné leur confiance. Mais le parallèle ne s'arrête pas là, puisque comme Jake, James Cameron a lui aussi eu le droit à sa cérémonie d'intégration. Oui, James Cameron est aujourd'hui un membre à part entière de la tribu des Kayapo. Alors tout ce processus, cette rencontre, cette intégration, vous pouvez la suivre dans les bonus de la version Blu-ray de Avatar. Vous avez tout un tas de bonus, dont Filmer Avatar, documentaire sur la conception du film, ainsi que Message de Pandora. Je crois que c'est dans ce document que vous allez pouvoir suivre la rencontre avec les Kayapo et la vision de James Cameron par rapport à l'environnement. À ce propos, la forêt luxuriante de Pandora est aussi parvenue à Cameron dans un rêve, mais pour imager sa vision et nous la faire parvenir de la façon la plus crédible possible, il a fallu se pencher sur la biologie. De la même façon qu'il imagine le futur, James Cameron interroge la science pour imager et concevoir les créatures qui peuplent ses films. Il se demande d'abord quelles peuvent être les conditions environnementales qui ont poussé l'évolution à conduire une espèce à se développer dans un sens plutôt que dans un autre. Car un écosystème agit sur ses occupants, c'est en ce sens que James Cameron ne laisse rien du design de son bestiaire imaginaire au hasard. À travers ses croquis, on prend pleinement conscience de la démarche et l'on comprend mieux comment Cameron réfléchit sa faune en adoptant une démarche 100% scientifique. Certains des croquis que j'ai pu y voir révèlent d'un tel sens du détail que vous pourriez passer des heures à en contempler le moindre recoin. La nature de Pandora donc, qu'il perçoit en rêve, il pourra lui donner vie que des années plus tard quand la technologie sera suffisamment avancée pour pouvoir donner vie à son rêve. Elle est, à la manière d'Eywa, cette divinité que les Omaticaya vénèrent et qui en est la personnification sur Pandora. Mais c'est toujours pareil, et cette nature, bien qu'omniprésente, n'est visible que pour celui qui n'est pas un Skaoun. Skaoun, ça veut dire débile. Mais elle est bien présente, partout autour de nous et en chaque chose qui vit et a vécu. Et je pense que c'est une vision philosophique que doivent partager beaucoup des peuples qui ont été tributaires de l'occidentalisme et de l'homme blanc. Ils fabriquent une guerre, tout ça pour arriver à leur fin. Confère Danse avec les loups, film de Kevin Costner qu'on a souvent associé à Avatar et dont on accuse souvent James Cameron d'avoir plagié. En réalité, pas du tout. C'est juste que c'est une histoire connue et universelle que l'homme blanc qui vient coloniser de nouveaux mondes et saccager en même temps une culture qu'il ne connaît pas. Quand un peuple est assis sur quelque chose qu'on convoite, on en fait un ennemi. Dans Avatar 2, James Cameron garde le même discours. Le fond reste le même, seule la forme change. L'extraction et la pollution de la terre dans le premier, la chasse à la baleine, enfin au Tulkun, dans le deuxième. Avec Avatar 2, James Cameron nous rappelle quelles sont les choses simples de la vie qui la rendent belle.
Sur Pandora, Eywa existe. Elle est réelle. Cependant, James Cameron conçoit toujours les choses de façon scientifique avant tout. Quand il imagine Eywa, il ne peut pas se contenter de citer une simple croyance païenne. Non, je ne suis pas en train de vous parler de simples pratiques vaudou. Je suis en train de vous parler d'un phénomène visible et mesurable qui est lié à la biologie de cette forêt. Expliquez-moi ça. L'idée d'une divinité est diamétralement opposée à toute forme de notion scientifique. Pourtant, Eywa existe bel et bien. D'après nos observations, il y aurait une espèce de transmission de type électrochimique permettant aux arbres de communiquer entre eux. Ça agirait comme les synapses entre les neurones. Chacun des êtres biologiques, au sens de tout ce qui est vivant, est bel et bien connecté sur Pandora. Les chercheurs comme Grace et Norms étudient les liaisons électrochimiques complexes qui parcourent partout la surface de la planète et qui se concentrent en quelques points clés que les Na'vi vénèrent comme l'arbre des âmes. C'est comme un réseau d'une dimension phénoménale auquel les Na'vi ont accès et grâce auquel ils peuvent échanger des données, de la mémoire. Donc finalement tout ça est extrêmement bien pensé. Le génie de James Cameron ici, c'est d'allier deux concepts diamétralement opposés, la foi en le sacré d'un côté et l'intérêt scientifique de l'autre pour les réconcilier. Eh ben ça alors, j'ai l'impression que vous avez pas fumé que la moquette là-haut, hein. Une autre contradiction comme les aime James Cameron. Eywa et Terminator sont tous les deux des associations de deux concepts opposés. Le sacré et le scientifique, le biologique et le mécanique. Les deux notions coexistent et c'est ce qui en fait toute la poésie. Mais cette réalité scientifique, les mercenaires de la RDA, la société qui a été envoyée sur Pandora pour extraire l'unobtainium... Parce que ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos, c'est la seule raison. Il ne la voit pas, il ne la comprend pas. Ils sont victimes de leurs préjugés et aveugles aux vraies richesses du monde qui les entoure. La richesse de ce monde est tout autour de nous et pas uniquement sous nos pieds. Les Na'vi le savent et ils sont prêts à se battre et à le défendre. Si vous voulez partager ce monde avec eux, il faut que vous appreniez à les comprendre. On soulève ici peut-être l'une des idées qui me touche le plus du cinéma de James Cameron. Le combat et la détermination sans faille d'un petit groupe d'individus pacifistes et idéalistes qui luttent contre un monde cupide et insensible. Le combat de Jake, Neytiri, Norms et du docteur Augustine nous rappelle, surtout en ces heures, combien il est important de se tourner vers l'autre, d'observer pour comprendre et de se donner pour le bien commun. Un thème que James Cameron tend à universaliser avec sa saga Avatar. Un message porté à merveille par la composition de James Franklin qui succède sur Avatar 2 au travail qu'avait fait James Horner sur le premier film. Personnellement, il me suffit de réécouter la musique Happiness is Simple pour me retransporter dans l'univers de James Cameron et pour ne jamais oublier ce message. Cet amour pour le cinéma de James Cameron, eh bien c'est mon père qui me l'a apporté. Et ça n'a rien d'étonnant quand on sait qu'ils ont eu quasiment les mêmes références. Arthur C. Clarke, Philippe K. Dick, Isaac Asimov. En fait, ils ont fait partie des premières personnes sensibles à manifester un attrait important pour la science-fiction. Autrefois boudée, elle est aujourd'hui l'un des genres les plus importants du cinéma et l'un de ceux qui se renouvellent le mieux, de par les nombreux principes qu'elle dénonce et expose. Aujourd'hui encore, les enjeux scientifiques et climatiques sont bien réels. Le cinéma de James Cameron continue d'éveiller les esprits des nouvelles générations à l'importance du regard apporté à notre monde, à notre environnement, à ses occupants et à tout ce qui nous lie de façon vitale avec. À travers ces nombreux mondes fantastiques qu'il imagine, James Cameron nous invite avant tout à porter un regard attentif à notre Terre, à mieux observer notre environnement pour le comprendre et apprendre à mieux le préserver. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. La musique que vous avez pu entendre a été entièrement composée par Polymore et en un temps record, pour ça je le remercie. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour me soutenir et si vous voulez me partager vos sentiments, je vous invite à le faire en toute bienveillance dans l'espace commentaire. L'exposition L'Art de James Cameron est toujours disponible à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 5 janvier 2025. James Cameron espère pouvoir créer de l'enthousiasme, exalter et nourrir les passions à travers son exposition, et c'est clairement l'effet que ça a eu sur moi. Il faut compter environ 1h30 pour la faire, mais si comme moi vous voulez vous pencher sur le moindre de ces coups de crayon, comptez environ 3 heures. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine plongée en profondeur.